Bonjour. J'imagine qu'on est tous super heureux d'être ici à regarder les présentations orales en vie. En fait, on devrait. Parce qu'avec comment on traite la planète, ça m'étonne qu'elle ait pas déjà voulu se venger puis se débarrasser de nous. Mais en fait, à y penser, si elle avait voulu se débarrasser de nous juste pour ça, elle l'aurait fait il y a longtemps. Je le sais, c'est contre-intuitif. Mais notre empreinte écologique par habitant s'est grandement améliorée. Par exemple, quand on ressemblait à peu près à ça, c'est-à-dire qu'on était environ 2 millions sur le continent nord-américain, on a réussi à chasser jusqu'à extinction une bonne partie des gros mammifères qui occupaient le territoire. Et ça inclut les grosses bébites de même. Deuxième exemple. À peu près 75% de toute la déforestation faite sur la planète a été faite avant la révolution industrielle. Avec l'amélioration des technologies en transport, en transformation de l'énergie et en agriculture, l'empreinte écologique individuelle des humains s'est grandement améliorée avec le temps. Depuis le début du 20e siècle, on s'est mis à épandre de l'engrais synthétique dans nos champs. Ceux-ci sont plus riches en nutriments que les engrais naturels, ce qui est avantageux pour les agriculteurs qui ont moins à en mettre. Par contre, toute cette efficacité n'est pas gratuite. En effet, le processus de production de cet engrais demande énormément d'énergie et émet énormément de CO2. Par exemple, pour produire 1 tonne d'engrais, il faut brûler 1 tonne de gaz naturel. En plus, ils sont souvent utilisés en excès. Alors, nécessairement, l'excédent s'écoule dans les cours d'eau et quand ça fait ça, ça les pollue. Et quand l'excédent s'écoule dans les cours d'eau et les pollue, ça les pollue en faisant genre ça. Et ça, ce que c'est des cyanobactéries. C'est aussi appelé des algues bleues, mais c'est pas vraiment bleu. Je sais pas ce qui leur a passé par la tête. Ils sont peut-être daltoniens. Puis ça, en gros, ce que ça fait, c'est ça prend tout l'oxygène qui est dans l'eau, ça l'enlève la lumière pour les plantes dans le fond, puis tu sais, toute la patente qui est pas bon pour la vie dans l'eau. Alors, ça fait des points morts. Tu sais, comme dans genre plus de vie sauf pour ces affaires-là. Le nutriment principal de ces engrais, c'est l'azote. Puis l'azote, c'est important à la formation de la chlorophylle et des acides aminés qui constituent les protéines des plantes. De l'azote, il y en a partout. Il constitue 80% de l'atmosphère terrestre. Mais là, les plantes, elles, pleurent parce qu'elles ne sont pas capables de l'absorber sous forme de gaz. On sait déjà que certaines plantes vivent en symbiose avec certains micro-organismes qui dégradent l'azote de l'air pour eux en échange de sucre. Par contre, si on essaye de faire vivre ces micro-organismes-là avec d'autres plantes, ça fonctionne pas très bien. C'est pas l'amour tout de suite. Mais on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Alors, on pourrait simplement donner les gènes nécessaires aux plantes pour qu'ils puissent produire eux-mêmes leur propre nitrogénase. Mais qu'est-ce que la nitrogénase, vous vous demandez? Eh bien, c'est un complexe enzymatique qui est utilisé pour transformer le diazote gazeux en ammoniac qui peut être utilisé par les plantes. Mais il faut faire très attention avec où est-ce qu'on met la nitrogénase dans les plantes parce que la nitrogénase est très sensible à l'oxygène qui la détruit. Donc, on sait que certaines cyanobactéries, pour revenir aux cyanobactéries, qui utilisent la nitrogénase pour faire de l'ammoniac. Mais les cyanobactéries sont très semblables aux plantes. Ils font de la photosynthèse, donc ils ont des chloroplastes, puis toute la patente. Et justement, en parlant de chloroplastes, c'est là qu'ils stockent leur nitrogénase, puis a de l'air de survivre dans ces endroits-là. Alors, ce serait une bonne piste de solution. Des scientifiques ont déjà réussi à modifier des bactéries de E. coli pour qu'ils puissent produire de la nitrogénase et produire de l'ammoniac par eux-mêmes. Alors, on sait que la suite logique au E. coli, c'est un plant de maïs. Mais ce n'est pas la seule façon que les OGM peuvent sauver notre planète en réduisant la quantité de dioxyde de carbone dans l'air. Le châtaignier d'Amérique est un arbre qui grandit vite et beaucoup. Il peut grandir jusqu'à 80 à 120 pieds de haut par 8 pieds de large. C'est gros. Si on décide de le laisser tranquille, il peut toffer des centaines d'années de bout. Puis si on décide de le chop-chop, c'est un bon bois de construction. Malheureusement, il est atteint par une maladie provenant d'Asie. C'est pas le COVID. Qui décime sa population. Sim, arbre. Heureusement, des équipes de chercheurs ont réussi à trouver un seul gène des 40 000 gènes de l'arbre qui ont pu modifier pour rendre les champignons qui l'attaquaient inoffensifs. Donc, avec plus d'arbres en vie, ça fait plus de dioxyde de carbone dans les arbres et pas dans l'atmosphère.
Puis s'il n'est pas dans l'atmosphère, il est dans les arbres. Puis s'il est dans les arbres, ben, il peut pas, genre, garder les rayons du soleil prisonniers pour, genre, qu'on meure de chaleur, tu comprends? Mais attendez, il y a plus encore. C'est pas la seule façon que les OGM peuvent protéger notre santé et nous empêcher de mourir. Les OGM peuvent rendre les plantes plus résistantes à certains herbicides qui sont moins toxiques pour les humains, ce qui est une bonne chose. Ils peuvent aussi faire en sorte qu'on n'ait même pas à utiliser de pesticides. Par exemple, en faisant en sorte que les plantes produisent elles-mêmes des toxines qui sont toxiques aux petites bébites. Mais là, vous dites, hein, les plantes produisent des toxines, genre, je veux pas manger des trucs toxiques. Mais non, rassurez-vous! Ben, les toxines sont juste toxiques pour les bébites ciblées, puis toi, ben, la grosse bébite, ben, t'es correct, là, tu sais. Mais c'est pas tout. On peut rendre les fruits et légumes encore plus nutritifs qu'ils le sont, avec plus d'antioxydants, plus de vitamines, plus de bons gras, tu sais, toute la patente, là. Les scientifiques ont réussi à créer une tomate mauve. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, une tomate mauve? Ben, ça a tous les antioxydants qu'il y a dans des bleuets ou dans des canneberges, tout en gardant le bon goût de la tomate. Alors, c'est l'excuse parfaite pour manger 3 pizzas de suite à toi tout seul. Tu sais, je prends mes antioxydants, tu sais, je veux dire, c'est une bonne raison. Fun fact, c'est grâce aux OGM qu'on est capable de faire de l'insuline, un médicament qui sauve la vie de plein de personnes. Sinon, un autre fun fact, d'ici 2050, il va falloir augmenter la production d'aliments aux États-Unis de 70% pour nourrir la population correctement. Ouais. Mais vous l'aurez deviné, la solution, c'est encore les OGM. Ils peuvent rendre les plantes plus résistantes à la sécheresse, ils peuvent faire en sorte qu'elles puissent pousser sur des terres qui étaient avant considérées comme étant infertiles, elles peuvent les rendre plus grosses, plus productives et plus résistantes aux parasites. Ça fait moins de plantes mourues et plus de plantes en général, donc plus de bouffe. Mais les OGM, est-ce que c'est dangereux? La réponse est simple. Non! Ok. En fait, ça fait environ 30 000 ans qu'on modifie génétiquement les animaux et 10 000 ans qu'on modifie génétiquement les plantes. On le fait en choisissant ceux qui ont les gènes qu'on préfère, par exemple ceux qui sont le plus gros, et on les fait se reproduire ensemble. Les modifications génétiques faites en laboratoire auraient pu arriver d'elles-mêmes dans la nature pour la plupart. Parce que oui, dans la nature, il y a vraiment très souvent des modifications génétiques qui se font par elles-mêmes. Sans ces modifications-là, je ne serais pas ici pour vous en parler. Je serais genre une cellule dans l'océan à flotter. Bon, maintenant que j'ai fini de vous expliquer comment les organismes génétiquement modifiés vont sauver le monde, ce serait pas mal le temps d'applaudir.